Le changement climatique, c'est très dynamique, mélodramatique. La fonte est glacée, notre air enfumé, nos rivières polluées, nous ne pouvons pas remplacer nos terres empoisonnées. Notre terre est si belle, ce n'est pas une poubelle. Nous essayons de réparer les trous que les générations ont causés. Si tout le monde aide, on peut le faire. Une vie sur notre monde, tout beau et vert. Il y a une île de poubelle, du gaspillage et du dégât. Gardons notre terre dans un meilleur état. Mais non, combien de fois nous essayons de vous dire, mais jamais rien n'arrive, tu n'essaies même pas, alors que ça prend juste un premier pas. Notre terre est si belle, ce n'est pas une poubelle. Nous essayons de réparer les trous que les générations ont causés. Si tout le monde aide, on peut le faire. Une vie sur notre monde, tout beau et vert. Vraiment? Tu ne savais pas que la consommation humaine nous amène une catastrophe soudaine? Je ne pense pas. Lorsque vous serez partis, nous serons ici. Nous rêvons une vie aussi longue que les vôtres, mais ce ne serait pas possible sans vous autres. On se bat pour un futur, pour les générations de l'avenir. Ma terre a tellement de blessures. Notre terre est si belle, ce n'est pas une poubelle. Nous essayons de réparer les trous que les générations ont causés. Si tout le monde aide, on peut le faire. Une vie sur notre monde, tout beau et vert. Notre belle planète que nous avons défaite. Le climat est réglé et nos terres brûlées. Le changement climatique, c'est très lunatique, mais aussi systémique. Ce n'est pas aussi cosmétique. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à cette conférence sur le thème de l'éco-anxiété chez les enfants et les adolescents. Nous sommes ravis que vous soyez aussi nombreux à vous être inscrits à cette première conférence organisée par Econova Éducation. Mon nom est Caroline Malchouk, je suis éducatrice chez Econova Éducation et c'est moi qui vais animer cette conférence qui va durer 1h30. Nous sommes très chanceux d'avoir autour de cette table virtuelle des spécialistes de l'éco-anxiété qui ont bien voulu se rendre disponibles pour partager avec vous leur expérience et leur analyse. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir 2 jeunes scolarisés au Canada qui vont enrichir cette conférence de leur témoignage. Merci Léoncine et Ruben d'être avec nous. Mais avant que je vous présente un peu plus nos intervenants, quelques mots sur l'organisation Econova Éducation et le pourquoi de cette conférence. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Econova Éducation est un organisme à but non lucratif qui fait de l'éducation à l'environnement au Canada. Nous intervenons dans les écoles en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, en primaire et dans le secondaire. Notre mission, c'est d'éduquer les jeunes Canadiens à l'environnement et au climat. Et nous essayons de faire cela à travers des ateliers qui sont pratiques et ludiques. Parce que notre but, ce n'est pas seulement d'informer les élèves de l'importance des enjeux de l'environnement, mais aussi de les émerveiller. L'objectif de ce type d'éducation est d'accompagner les jeunes générations dans leur apprentissage et, in fine, de déclencher chez eux le passage à l'action. Par ailleurs, nous formons aussi les enseignants et les éducateurs et nous essayons de leur donner des clés de lecture sur les sujets complexes tels que le climat et l'environnement afin qu'ils puissent transmettre ces connaissances à leurs élèves. Pour vous donner une idée de l'ampleur de nos actions avec Econova, en 2022, nous avons sensibilisé 5227 élèves dans 91 écoles au Canada. Nous avons délivré 275 ateliers et formé 325 enseignants. Alors, pourquoi organiser une conférence sur l'éco-anxiété chez les enfants et les adolescents? Dans un monde qui se réchauffe, nous allons toutes et tous assister à la multiplication d'événements climatiques extrêmes. Nous en avons déjà constaté certains au Canada en 2021 avec une canicule, des feux de forêt, des inondations historiques.
Plus récemment, un puissant ouragan du nom de Fiona s'est abattu sur les provinces de l'Atlantique. Nous constatons alors tous et toutes les conséquences ici du changement climatique, là de la perte des espaces sauvages ou encore de la pollution. Et si nous, les adultes, nous percevons clairement ces changements environnementaux, les enfants et les adolescents aussi, avec le lot d'émotions négatives que cela peut entraîner. La bonne nouvelle, c'est que les émotions, même négatives, peuvent nous pousser à agir. C'est même dans la racine du mot, car émotion vient du latin emovere, qui veut dire le mouvement. Le changement climatique a un impact sur notre mental, sur le mental des adolescents, potentiellement sur le mental des enfants. Et c'est important de ne pas le sous-estimer, car d'en prendre conscience, ça peut aussi nous permettre de nous servir de ces émotions pour trouver des solutions, pour engager des actions et pour créer un monde meilleur, plus adapté, plus résilient. Alors, tâchons aujourd'hui de comprendre ensemble le phénomène de l'éco-anxiété et comment il peut être ressenti et exprimé par les enfants et les adolescents. Le but, en comprenant cela, c'est de pouvoir épauler les enfants et les adolescents et permettre à ce que ces émotions n'aient pas un impact trop important sur leur bien-être, voire que ces émotions se transforment en actions positives. Autour de cette table virtuelle, donc nous avons plusieurs intervenants que je vais vous présenter. Alors, je vais commencer par vous, docteur Lélia Benoît. Vous êtes pédopsychiatre et chercheuse. Vous êtes notamment connue pour votre travail sur la phobie scolaire et vous avez même écrit un livre sur le sujet, Phobie scolaire, retrouver le plaisir d'apprendre. En ce moment, vous menez une étude de grande ampleur sur l'éco-anxiété chez les enfants et les adolescents dans 3 pays, en France, aux États-Unis et au Brésil. Et dans ce cadre, vous interrogez une centaine de jeunes âgés de 6 à 18 ans pour le Child Study Center de l'Université de Yale. Vous vivez en ce moment à New Haven, aux États-Unis, mais vous nous parlez aujourd'hui depuis la France. Oui, bonsoir. Du côté français, c'est bonsoir, mais je pense que c'est bonjour ou à peu près le midi pour certains d'entre vous. Je suis ravie d'être là. Je suis en France en ce moment. Je suis venue pour 6 conférences sur 10 jours parce que avec le billet d'avion et la pollution que ça entraîne, j'ai essayé de mettre un maximum de travail. Et donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir et de partager avec vous. Je me tourne vers vous maintenant, Nessa Rassemi Bakhtiari. Vous avez démarré un doctorat en psychologie du développement à l'Université du Québec à Montréal, aussi appelée l'UQAM. Vous vous intéressez à l'importance des activités d'engagement civique à l'adolescence et l'impact qu'ont les enjeux climatiques sur le bien-être des jeunes. Votre thèse porte sur les déterminants et les conséquences de l'éco-anxiété chez les adolescents, et vous intervenez chez Écomotion, une organisation basée à Sherbrooke, au Québec, à travers laquelle vous faites des ateliers autour de l'éco-anxiété auprès d'adolescents. Nous avons aussi avec nous Léoncine et Ruben. Donc Léoncine, toi, tu as 13 ans et demi et tu es scolarisée à l'école internationale Cousteau. On nous a dit que tu es très impliquée dans la vie de ton école et que dans cette école, l'environnement est très important. Donc l'école Cousteau est une éco-school. Et bonjour Léoncine. Bah oui, voilà. C'est très bien. Et Ruben, donc toi, tu as 14 ans et tu es scolarisé à l'école Sentinelle de West Vancouver. Et ce que tu souhaites, c'est d'aider à changer les choses. Effectivement, désolé. J'ai 15 ans maintenant, mais j'essaie de changer les choses un peu à Sentinelle et il y a du travail. D'accord, merci Ruben. Et enfin, nous pourrons aussi compter sur l'intervention d'Alexa Camargo, cofondatrice d'Econova Éducation et éducatrice à l'environnement. Alors, Alexa, toi, tu es avocate de formation spécialisée en droit des affaires et en propriété intellectuelle. C'est parce que tu es convaincue que l'éducation à l'environnement doit être partout une priorité que tu as créé Econova Éducation avec Aloïs Gallet.
Et d'après toi, donner aux élèves les moyens de comprendre les enjeux actuels et de demain, c'est une nécessité, mais surtout un devoir. Oui, en effet. Puis, merci d'assister à cette conférence et merci aux panélistes. C'est super de vous voir tous présents, tous répondre à l'appel. Merci beaucoup, Alexa. Alors maintenant que les présentations sont faites, nous allons commencer. D'avance pour vos questions. Et pour commencer notre table ronde, je vais me tourner vers vous, Dr Lélia Benoît, et je vais vous demander simplement de nous donner une définition de ce qu'est l'éco-anxiété, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Alors, l'éco-anxiété, même si c'est anxiété qui est le mot principal comme émotion, en fait, ça recouvre plusieurs émotions. Et donc, c'est l'ensemble des émotions qui sont liées à notre peur, finalement, du changement climatique et de la transformation de notre planète à cause du changement climatique. Donc, il peut y avoir des peurs, il peut aussi y avoir de la colère, il peut y avoir une émotion de tristesse, il peut y avoir de la culpabilité par rapport à ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on voudrait faire mais qu'on n'arrive pas à faire. Mais il peut aussi y avoir des émotions de joie ou d'espoir. Donc l'éco-anxiété, c'est tout cet ensemble. Et c'est important de le rappeler, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème d'être éco-anxieux. Au contraire, ça montre que vous êtes lucide sur la situation de la planète. Donc, la première chose à faire, même si je suis psychiatre, la première chose à faire, c'est pas d'aller voir un psy, tant que c'est gérable, c'est plutôt d'en parler autour de vous et de chercher à agir pour lutter contre le changement climatique. Moi, je dis pas de changement climatique, pas d'éco-anxiété. Donc, évidemment, c'est avant tout le changement climatique contre lequel il faut lutter. Juste un petit point, certaines personnes parlent actuellement d'éco-colère, parce qu'ils ont envie d'insister sur le fait qu'ils sont en colère contre l'inaction climatique. Moi, je trouve que c'est très, très justifié. Je pense qu'il ne faut pas trop s'attacher aux mots, se dire est-ce que c'est de l'éco-anxiété, est-ce que c'est de l'éco-colère, mais plutôt, quand on voit l'état de la planète, ça nous fait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un signe qu'on peut agir. Très bien, merci beaucoup pour cette définition très claire. Alors, Nessa Rassemi Bakhtiari, d'après vous, votre expérience, votre regard, est-ce que vous souhaiteriez ajouter un élément à cette définition? Je pense que c'est une définition qui ressemble beaucoup à la mienne. J'essayais de voir comment j'allais le définir, mais je pense que ce qui est important à savoir, c'est que l'éco-anxiété, c'est pas nouveau. Aussi, ça fait partie d'une longue... Si on regarde la recherche sur les émotions ou les réactions face aux changements climatiques et environnementaux, ça fait longtemps qu'on se soucie des changements dans notre environnement. Moi, ce que j'avais noté en premier, puis ça a été dit aussi, c'est que premièrement, puis avant tout, l'éco-anxiété n'est pas une pathologie et on ne cherche pas à en guérir. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est comme super important à nommer parce que, en tout cas, cette année, j'en ai fait l'expérience que dans les médias et même dans les gens qui m'ont sollicité, par exemple, qui parlaient de comment est-ce qu'on fait pour guérir l'éco-anxiété. Donc, c'est comme Dr Benoît l'a dit, pour moi, j'adhère vraiment à la compréhension de l'éco-anxiété comme un concept assez large qui regroupe l'éventail des réactions tant émotionnelles, cognitives et comportementales qu'on peut vivre face aux changements climatiques et environnementaux, tant vécus. Ça, c'est un autre sujet à savoir. C'est pas tant les changements climatiques qu'on vit, nous, personnellement, mais aussi à ce qu'on apprend de manière vicariante dans les nouvelles et dans le futur. Puis j'aime bien l'expliquer en termes de stress parce que c'est quelque chose qui vient, que tout le monde entend parler de stress. Et si on s'y connaît bien, on sait que le stress, c'est pas forcément négatif. C'est une fonction physiologique et psychologique tout à fait normale et adaptative. Et au niveau de l'éco-anxiété, c'est face aux risques causés par les changements climatiques et environnementaux. Voilà. Merci beaucoup, Nessa, pour cet apport et pour avoir apporté votre complément. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Léoncine et Ruben.
Après avoir écouté Dr Lilia Benoît et Sarah Simi Bakhtiari parler éco-anxiété, est-ce que vous, à votre niveau, c'est quelque chose que vous pensez avoir ressenti? Est-ce qu'il y a certaines des émotions dont on vient de parler qui vous parlent? Alors, peut-être qu'on peut commencer par toi, Léoncine, si tu as envie de partager ça avec nous, bien sûr. Moi, je suis principalement déçue que tout le monde ne se rende pas compte en fait de ce qui se passe. Bah, tout le monde a différents problèmes dans la vie de tous les jours. Mais en fait, quand je planifie mon futur en quelque sorte, je pense que j'aurai des enfants, que je me marierai et tout ça. Mais mes enfants à moi, ils seront, et les enfants d'autres personnes, ils seront encore plus dans des conditions mauvaises que celles que je vis maintenant. Bon, comme moi j'habite à Vancouver, je n'ai pas forcément des problèmes de réchauffement climatique, mais quand je vais en France par exemple, je suis allée en France tout l'été, il faisait 40 degrés dans certains endroits et je pense que c'est pas normal parce que c'était la première fois où la température est montée jusqu'à ce niveau-là en juillet. Et j'ai peur de ce qui va se passer et je suis aussi en colère. D'accord. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je pense qu'on peut tous toutes l'entendre aujourd'hui, cette colère. Alors maintenant, Ruben, quel est toi ton ressenti par rapport à ce qu'on vient de dire? Est-ce que tu penses que tu es éco-anxieux? J'aime beaucoup la définition que vous avez donnée, parce que c'est vrai que résumer le sentiment à une anxiété face à l'écologie, c'est vraiment rébarbatif. Et parce que moi, personnellement, je suis assez en colère, mais en même temps, je vis à Vancouver, donc je suis en même temps responsable de ce changement climatique et je l'avoue, je pourrais faire des choix beaucoup plus sains et écologiques. Donc oui, c'est un mélange de beaucoup d'émotions, comme vous l'avez dit, mélangées. Merci beaucoup, Ruben, d'avoir aussi partagé ça avec nous. Alors maintenant, je me tourne de nouveau vers vous, Dr Lélia Benoît. Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de concrètement comment s'exprime physiquement, psychiquement et verbalement cette éco-anxiété chez les enfants spécifiquement? Alors, déjà, on a moins de données sur comment ça se passe pour les enfants. Donc, je peux vous dire un petit peu les choses qu'on sait, mais il y a beaucoup moins d'études que pour les adultes. Je peux commencer peut-être par les ados. Les ados, ce qui est particulièrement visible, c'est qu'il y a beaucoup de colère et d'indignation et de rancœur, en fait, envers les gens qui pourraient changer les choses. Donc, ça peut être des fois les générations précédentes, ça peut être les décideurs publics, les politiques. Ça peut être les corporations. Donc, les ados, ils ont cette conscience que tout seul, on n'arrive pas à changer tout, en fait, qu'on contribue un petit peu, mais qu'on ne peut pas tout régler. Et donc, il y a cette colère face à l'injustice climatique qui est que finalement, les plus gros pollueurs ne sont pas nécessairement les personnes les plus touchées. Pour revenir aux enfants plus jeunes, souvent, ce qui les intéresse, les plus petits, sur les tranches 6-10 ans, là, je vous parle des choses que j'ai observées dans mon étude aux États-Unis, en France et au Brésil. Donc, ce qu'on observe chez les 6-10 ans, c'est que globalement, quand ils pensent au changement climatique ou quand on leur en parle, ils peuvent se sentir effectivement stressés, un peu anxieux. Néanmoins, ils disent eux-mêmes que après, c'est une idée qui passe, que finalement, leur santé mentale va plutôt bien. Il y en a pas que j'ai rencontré qui m'ait dit vraiment moi, ça m'empêche de vivre bien, ça atteint ma santé mentale. Donc ça, c'est plutôt une chose qui est rassurante. La manière dont ils le vivent le plus souvent, c'est d'avoir beaucoup d'empathie par rapport à l'humanité en entier, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas à l'autre bout de la planète, et aussi par rapport aux animaux, y compris les animaux qu'ils n'ont jamais vus eux-mêmes, comme par exemple des ours polaires. Mais ils ont beaucoup de sensibilité par rapport au sort des animaux et ils peuvent être très tristes de savoir que certaines espèces sont menacées ou finalement risquent de disparaître. Donc voilà, ça c'est la manière dont ça s'exprime chez les enfants. Et bien sûr, on peut avoir des moments où ils ont du mal à dormir.
Mais finalement, c'est très rare. Ça va être, par exemple, quand ils viennent d'apprendre une information. C'est-à-dire s'ils ont vu un documentaire, s'ils ont entendu parler pour la première fois de la situation. Et c'est ce qu'on appelle un stress adaptatif aussi, c'est-à-dire quand on découvre quelque chose de difficile sur la réalité, eh ben, il faut quelques jours pour encaisser la nouvelle, comme, je sais pas, quand on a un deuil, quand on perd quelqu'un, qu'on comprend que la mort existe, tout ça, c'est des choses qui sont difficiles à encaisser. Et pour ça, il faut juste que les adultes accompagnent, puissent en parler, aider l'enfant à dire les inquiétudes qu'il a. Et finalement, souvent, c'est des choses qui peuvent passer. Donc, je dirais que c'est ça pour les plus jeunes. Merci. Donc, oui, nous aurons l'occasion de parler un petit peu de la communication adulte-enfant un peu plus tard. Mais merci beaucoup pour le partage de votre expérience. Et donc, j'aimerais vous entendre maintenant, vous, Nessa Rassimi Bakhtiari. Donc, vous animez des ateliers auprès d'adolescents. Donc, qu'est-ce que vous avez pu, vous, constater lors de ces ateliers? Comment s'exprime cette éco-anxiété chez les adolescents avec lesquels vous avez pu travailler? Oui, OK. Donc, les ateliers que j'ai pu, les conversations que j'ai pu avoir avec des jeunes, c'était auprès de jeunes qui étaient déjà engagés au niveau d'enjeux environnementaux à travers différents programmes dans leurs écoles secondaires. Faut dire que c'est vraiment varié, puis c'est tout à fait normal. Tu sais, l'adolescence, c'est la période souvent conceptualisée entre 12 ans et 17 ans. Donc, on s'entend bien pour dire qu'à 12 ans, on n'a pas les mêmes réactions qu'à 17 ans. Et tout comme la docteure Benoît a dit, ben, il y a très peu de recherches vraiment quantitatives sur comment ça s'exprime chez les ados de façon large. Souvent, la recherche, quand on parle de jeunes, ça commence à 16 ans, 16 à 25 ans. Donc, on perd toute la période vraiment au secondaire. Et c'est pour ça que je fais la recherche que je fais pour essayer de comprendre comment ça se manifeste et qu'est-ce qui détermine les différents manifestations de l'éco-anxiété chez les ados. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça peut... j'ai entendu il y avait certains jeunes, mais aussi si je me base sur la littérature, il y a des pensées obsessives. Quand c'est plus grave, des formes plus graves de l'éco-anxiété, on peut penser à des pensées obsessives, des changements au niveau du sommeil, de l'appétit, des sentiments de panique, la peur du futur. En gros, ça se manifeste beaucoup par des inquiétudes assez importantes par rapport à leur futur. Je pense que Léontine, elle en a parlé un petit peu. On s'inquiète pour notre futur. Moi, à 30 ans, je m'inquiète pour mon futur également. Donc, il y a aussi chez les jeunes une certaine frustration qui est véhiculée. Puis ça, j'en ai été témoin auprès des jeunes. C'est une grande frustration des jeunes qui pourtant sont très engagés et puis qui font quelque chose de positif dans leur communauté, mais par exemple des frustrations envers leurs parents, envers l'école, envers les adultes en général, puis également envers le fait qu'elles ne perçoivent pas qu'ils ont beaucoup d'impact en tant que citoyens adolescents. Donc, on va voir aussi, en tout cas, on peut parler de comme les effets négatifs à long terme d'un stress chronique. Ça ressemble beaucoup à comment ça pourrait se véhiculer, genre l'éco-anxiété, le sentiment d'éco-anxiété des jeunes éco-anxieux. On pourrait le comparer à des jeunes qui sont soumis à un stress chronique de façon continue parce que les changements climatiques font partie de notre vie au quotidien. Ils sont exposés à beaucoup d'informations à l'adolescence aussi. Et la particularité de l'adolescence, d'un point de vue de stade développemental, ben, c'est au niveau cognitif, ben, le cerveau change beaucoup entre 12 et 17 ans. On commence à vouloir travailler sur notre autonomie, on veut se détacher, puis en même temps, de nos parents, puis de créer notre propre individualité. Et en même temps, en faisant ça, ben, on développe un esprit critique. Donc, c'est là où on peut voir des éclats au niveau de la frustration. Tu sais, si jamais on dit, ben, il faut changer les choses, puis qu'on arrive devant nos adultes et nos parents, puis qu'ils ne veulent pas changer, ben, on peut comprendre la colère qui sort de là. Puis
la régulation émotionnelle aussi à ce niveau-là, à l'adolescence, c'est super important parce que c'est là qu'on le développe, c'est durant l'adolescence. Donc, je pense que ça se manifeste de différentes manières chez les ados, mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la colère et la frustration. C'est pas nécessairement tout du négatif. Il y a des jeunes qui portent encore de l'espoir et je pense que ça, c'est important de nourrir l'espoir, mais ce qui est de plus marquant pour moi, c'est chez les jeunes qui vivent la détresse, c'est ça, c'est le fait de sentir qu'ils n'ont aucun impact puis qu'ils ne peuvent pas changer et que leur futur est vraiment en péril. Alors, je rebondis un peu ce que vous dites par rapport à la frustration, la colère, l'impuissance. Donc, il y a une étude qui a été publiée dans une revue scientifique qui s'appelle The Lancet en décembre de l'année dernière, dans laquelle est mis en avant une corrélation claire entre la détresse de la jeunesse mondiale face au changement climatique et l'inaction des gouvernements. Alors, j'aimerais bien de nouveau entendre un peu Ruben et Léoncine. Alors, est-ce que vous avez un peu constaté ça, cette colère à cause de l'inaction des gouvernements à votre niveau ou chez des amis ou des camarades autour de vous? Alors, Ruben, est-ce que tu veux commencer? Oui, personnellement, j'ai beaucoup ressenti cette colère, mais énormément. Et partout où on regarde, on peut voir des traces de changement climatique et de ce futur noir qui approche. Toujours un rappel de colère. Et chez mes amis aussi, ils sont une grande majorité à perdre espoir, en fait, et à penser que le monde est perdu de toute façon. Mais beaucoup de colère, oui, et de la rancune aussi, je pense, chez beaucoup de mes amis contre les autres générations. D'accord, ouais, c'est assez fort ce que tu nous dis, Ruben. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et toi, Léoncine, de ton côté, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu ressens ou que tu constates chez les jeunes qui ont ton âge autour de toi? Moi, je le ressens personnellement, mais je ne connais pas forcément d'autres personnes qui le sentent. Mais moi, je pense qu'il faut faire confiance en tout le monde, spécialement aux adultes, parce qu'ils ont plus de pouvoir que nous. Du coup, je pense qu'il faut leur dire à eux d'agir et qu'on le fasse tous ensemble. Très bien. Merci pour ce message d'espoir, Léoncine. Alors, aujourd'hui, nous avons peut-être des parents et des enseignants certainement même qui ont peur de parler d'écologie ou de changement climatique avec les enfants ou les adolescents par peur de les inquiéter, de les angoisser. Alors, docteur Lilia Benoît, est-ce qu'il y a une manière particulière de parler d'écologie auprès des enfants? Oui, c'est une très bonne question parce que on a une nouvelle génération de parents qui sont en fait intéressés par l'écologie et qui ont envie de faire des choses pour lutter contre le changement climatique et qui ont envie d'élever leurs enfants avec un mode de vie durable où ils produisent moins de carbone, voilà, globalement, en tout cas où ils luttent contre le changement climatique. Donc souvent, ce que ces parents ont bien compris, c'est qu'il ne suffit pas de dire les choses, il faut les faire. Donc ça, c'est des parents, ils ont déjà compris qu'il ne suffit pas de dire il ne faut pas manger de viande et puis manger de la viande tous les jours. Il faut effectivement modifier notre alimentation, modifier nos modes de transport, etc. etc. Donc ça, c'est un super bon point et ça marche, donc il faut qu'ils continuent à faire ça. Par contre, il y a une chose sur laquelle souvent ces parents peuvent s'améliorer, c'est que comme ils ont peur d'inquiéter les enfants, surtout les petits, les 5-10 ans, ils ont très peur de créer de l'éco-anxiété. Souvent, ils n'expliquent pas à leurs enfants ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est des familles qui vont recycler, prendre le vélo, ne pas utiliser la voiture ou ne pas en avoir une alimentation avec peu de viande, etc. etc. Mais ils ne vont pas expliquer à leurs enfants pourquoi ils font ça. Et dans mes recherches, j'ai constaté que les enfants ne comprennent pas ce que font les parents quand les parents n'expliquent pas. Par exemple, j'avais demandé à un enfant de 9 ans, dis-moi, est-ce que tu penses que tes parents s'intéressent au climat? Et il me disait, non, je pense qu'ils ne s'intéressent pas du tout. Et je dis, ah bon, d'accord, alors leur alimentation, c'est comment? Est-ce qu'ils mangent de la viande? Et il dit, non, ça fait 2 ans qu'ils ont décidé d'être végétariens tous les deux. Alors je me dis, ah d'accord. Mais alors je continue à poser des questions en disant, mais et alors, qu'est-ce qu'ils utilisent pour se déplacer? Et ils disent, et ils me répondent, ils ont une voiture qui est électrique, qu'ils ont achetée.
Et alors, moi, en tant qu'adulte et puis un peu spécialiste du climat, je me dis, bon, ça, c'est des parents qui sont quand même très, très intéressés par le changement climatique parce que ça coûte cher de s'acheter une voiture électrique, ils sont pas devenus végétariens pour rien. Et je lui dis, mais tu es sûr qu'ils sont pas intéressés par le climat? Il dit, non, non, je pense pas, je pense que c'est juste que l'autre voiture était trop vieille. Donc, c'est assez drôle parce qu'on se dit, ah tiens, il a inventé une explication. Mais c'est ce que font tous les enfants quand on leur explique pas ce qu'on fait. Ils inventent une explication. Et c'est très important si on veut transmettre un mode de vie durable, de à la fois montrer l'exemple, mais aussi expliquer pourquoi. Et quand on explique pourquoi, on peut le faire avec des mots simples qui ne suscitent pas particulièrement la peur, mais de dire pour quelle raison on fait ça. Et si on réfléchit tous entre nous, il y a des choses que faisaient nos parents qu'on ne fait plus aujourd'hui. Je dis ça pour les adultes. Mais il y a des habitudes qui étaient les habitudes de nos parents et qu'on n'a pas reprises. Et souvent, ces habitudes-là, on ne sait pas trop pourquoi on ne les a pas reprises. On ne les a pas reprises parce que la société a un peu changé, parce qu'on fait différemment, mais on ne sait pas pour quelles raisons nos parents faisaient ça, des fois. Alors que les habitudes qu'avaient nos parents et pour lesquelles ils nous expliquaient pourquoi ils avaient fait ces choix-là, des choix, des fois, moraux, éthiques, politiques, en disant nous, on fait comme ça dans la famille parce qu'on pense que c'est important. C'est des choses qu'on a beaucoup plus retenues. Donc ça, c'est important de permettre aux enfants aussi d'avoir ce contexte, de leur expliquer pourquoi on fait les choses, si on veut que plus tard, en tant qu'adultes, ils continuent à avoir un mode de vie durable en sachant ce qu'ils font. Oui, donc on comprend bien que la communication est très importante. Merci beaucoup, Dr Lélia Benoît. Alors, Nessa Rassimi Bakhtiari, même question, mais concernant les adolescents. Donc, est-ce qu'il y a une manière particulière de parler d'écologie auprès des adolescents, d'après vous? Je pense que oui, il y a une certaine façon d'aborder. Je pense que tout d'abord et avant tout, il ne faut ne pas en parler de l'écologie. Souvent, la manière qu'on en parle à l'école, quand on apprend sur des sujets, ben, c'est un peu, tu sais, voici les faits et on n'en reparle plus. Je pense que ce qui est super intéressant, il y a certaines recherches qui ont avancé cela au niveau de comment enseigner sur les changements climatiques et environnementaux à l'adolescence, c'était de créer un espace qui était propice au dialogue, ce qui permet aux jeunes de réagir à l'information qu'ils et elles reçoivent. Donc, au lieu de seulement parler des changements climatiques de manière très neutre et scientifique et détachée, de créer un espace où on peut dialoguer avec les jeunes. Admettons qu'on est dans une classe, on dialogue avec les jeunes en leur demandant et leur permettant de s'exprimer face aux faits qu'on présente. Je pense aussi que c'est super important de parler des solutions. On a tendance, et on le voit aussi, quand on parle des changements climatiques, on parle des impacts très négatifs, tant sur les individus que sur la planète en entier. Il y a des manières d'aborder les changements climatiques avec un angle d'idéation positive, où ce qu'on peut se questionner sur qu'est-ce qu'on veut garder ou qu'est-ce qu'on veut transformer dans notre vie pour faire face au changement climatique. Je pense que personnellement, quand j'ai fait des interventions auprès d'ados, ce qui a été comme assez positif, c'était de laisser l'espace pour imaginer un futur qu'on veut créer. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer le futur dans lequel on veut vivre? Quel type de communauté veut-on avoir? Et ça permet de visualiser, de laisser l'espace à des discours qui permettent l'émergence de possibilités positives et des approches résilientes et créatives face au changement climatique. Le constat est clair, les changements climatiques font partie de notre vie, ils ne vont pas s'en aller, il faut s'adapter, il faut réduire le plus possible les impacts négatifs, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on veut faire, t'sais? Puis de miser sur ça permet de transformer les émotions qui peuvent être négatives, qui seront sûrement
sûrement vécu, tu sais. Puis je pense aussi au niveau des parents en particulier, puis ça, c'était aussi basé sur des jeunes qui me partageaient leur expérience quand ils parlent des changements climatiques avec leurs parents. Par exemple, j'avais une jeune qui parlait du fait que sa mère lui disait « Ah, on ne devrait pas parler de ça avec toi à l'école, ça te fait vivre de la détresse. » Tu sais, un peu ignorer les changements climatiques. Et ça devient comme très problématique parce que là, ce qu'on dit aux jeunes, c'est que ce qu'ils ressentent, ce n'est pas nécessairement valide et les changements climatiques ne sont pas importants, tu sais. Mais ils le sont importants. Si ton jeune, ton enfant, ton ado vient te voir pour te parler de ce qu'il a appris à l'école ou ailleurs, puis que ça l'inquiète, ben il faut avoir l'espace mental. Je sais que c'est difficile, mais de l'accueillir puis de pouvoir discuter ce que le jeune vit. Puis peut-être que ça se manifeste par un désir de vouloir changer des comportements, puis c'est inconfortable en tant qu'adulte, tu sais, de recevoir, tu sais, un jeune qui dit « Ah, ben moi, je veux plus manger de viande », alors que tu es habitué de préparer des repas avec la viande. Tu sais, je pense qu'ici, peut-être que les parents puis les enseignants qui sont ici aujourd'hui sont peut-être plus conscients de qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu, mais il y a beaucoup de parents pour qui c'est inconcevable de changer ce type de comportement-là et il faut avoir l'espace mental pour s'asseoir nous-mêmes en tant qu'adultes avec notre inconfort, puis garder notre inconfort pour nous et de discuter des solutions ensemble avec les jeunes qui nous entourent. Très bien. Justement, on va essayer d'entendre un petit peu Ruben et Léoncine sur ce point. Merci beaucoup. Nessa Rassemi Bakhtiari pour cette dire Nessa seulement. D'accord. Je voulais juste rebondir très très vite. Je passe la parole tout de suite après à Ruben et Léoncine parce que j'ai envie de vous entendre. Juste à ce que disait Nessa, il faut savoir qu'il y a des études qui montrent que même des ados qui sont hyper inquiets du changement climatique ne vont pas commencer la discussion avec leurs parents et avec leurs amis. Donc c'est pas parce que l'ado n'en parle pas qu'il n'est pas inquiet. Hein, déjà, ils n'en parlent pas parce que souvent, ils ont l'impression que si les parents n'en parlent pas eux-mêmes, ça veut dire que les parents ne sont pas intéressés. Donc, ils ne veulent pas gêner les parents. Et avec les amis, ils ont aussi peur d'être un peu l'écolo de service, là, comme ils disent, de gêner tout le monde, de mettre une mauvaise ambiance. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils n'en parlent pas que ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Et pour moi, ça me fait vraiment penser à la question de l'éducation sexuelle. Hein. Ce n'est pas parce que on n'entame pas le sujet avec les parents qu'on n'a pas des choses à apprendre et que dans le fond, on ne se pose pas des questions. Donc, ça fait partie des sujets pour lesquels les adultes doivent prendre les devants et pouvoir en parler. Merci d'avoir soulevé ce point. Oui, c'est très important de préciser, effectivement. Alors, Ruben et Léoncine, est-ce que vous trouvez, vous, que les sujets donc, tels que le changement climatique et la crise écologique sont bien abordés par les adultes ou assez abordés par les adultes? Alors, Léoncine, si tu veux commencer, je te laisse la parole. Moi, je pense que non, parce que sinon, il y aurait déjà un changement mondial. Et je pense que pour pouvoir réussir à avoir ce changement, il faudrait voter, par exemple, un écologiste aux élections présidentielles. Et je pense que ça ferait beaucoup d'ampleur dans ce domaine-là. Waouh, c'est très ambitieux. Merci pour ce partage. Alors, je te laisse t'exprimer à ton tour, Ruben. Quel est ton avis là-dessus? Ce que vous avez dit, je trouve ça super intéressant parce que j'ai du même avis que pour un enfant qui est petit, en fait, il va entendre parler du changement climatique d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la cour de récré, juste en écoutant la radio, de n'importe quelle manière, et qu'un enfant peut penser aux choses les plus terrifiantes possibles, ce changement climatique, et c'est souvent bien pire que la réalité, même si elle est pas belle à voir, il y a encore de l'espoir. Et aussi, ce que je trouve qu'il y a un gros problème en fait, dans les discussions qu'on a sur le changement climatique, on parle beaucoup des problèmes et de à quel point c'est fichu, qu'on ne peut rien y faire, mais qu'on oublie, oui, la lueur d'espoir, parce qu'il y en a, et du changement qu'on peut faire. Et on oublie aussi beaucoup de comment, en fait, faire ce changement plus que tout. Parce qu'on oublie beaucoup de parler. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que tu dis, Ruben, aussi. Donc, merci à tous les deux pour vos réactions.
Alors maintenant, j'aimerais bien entendre un petit peu Alexa par rapport à l'éducation à l'environnement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, d'après toi, c'est un devoir à l'égard des jeunes et quel rôle peut jouer l'école? Oui. Alors, on vient de l'entendre, hein, les jeunes, ils se sentent anxieux, ils se sentent tristes, en colère, puis même parfois effrayés. Et puis, je vois aussi tous ces jeunes engagés comme Ruben ou Léontine, ou alors d'autres jeunes quand on est en marche pour le climat. Et je me dis, franchement, quelle charge immense qu'ils doivent ressentir parce qu'ils doivent se battre pour être écoutés, ils doivent se battre pour garder l'espoir, justement, ce que tu disais, Ruben, et ils doivent se battre pour que les adultes prennent des décisions qui n'aillent pas à leur encontre ou à l'encontre de leur futur. Puis, enfin, soyons clairs, ils ont aussi leur jeunesse à vivre. Donc, je pense que nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant qu'enseignants, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et ça veut dire agir dans l'intérêt de la jeunesse, agir pour la protection et la restauration de ce que nous avons de plus précieux, qui est tout simplement la vie sur Terre, l'air et l'eau non pollués, des écosystèmes en santé et puis un climat stable. Et je pense que ça se passe maintenant. Il faut savoir que les défis écologiques sont urgents. Ça fait depuis les années 70, depuis la conférence de Stockholm où on a tiré un peu la sonnette d'alarme, qu'on a très peu de progrès, on a très peu accompli. Au contraire, la vitesse et l'ampleur de la dégradation écologique s'accélèrent. Donc, pour moi, je me pose la question pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait des progrès? Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'actions? Et ma conclusion, c'est qu'on est collectivement, aujourd'hui, même encore, on est mal formés, on est mal préparés, on est souvent ignorant des sciences et des réponses justement qui sont appropriées. Et je pense que ça, c'est dû parce que les dirigeants et nos citoyens courants qui ont été éduqués dans les années, on va dire 70 à 90, en fait, la sensibilité écologique n'était pas une priorité. Ces genres de connaissances n'ont pas été transmises. Donc pour moi, pour rattraper ces retards, nous avons le devoir de prendre soin de nos jeunes. Nous avons le devoir, du coup, de les instruire, de leur donner les moyens de comprendre, mais aussi justement d'agir. Comment agir? Et en fait, quand on fait ça, il se passe plusieurs choses. La première, c'est que on agit soi-même parce que pour pouvoir transmettre, il faut cultiver sa curiosité, il faut faire ses recherches, s'informer, comprendre. Et puis, évidemment, on leur transmet du coup la sensibilité, les connaissances et ses compétences, mais aussi, je pense, n'oublions pas ce qu'on parle aussi beaucoup ici, l'espoir. On leur donne l'espoir qu'on est en train d'agir, qu'on est en train d'agir pour faire mieux, qu'on est en train d'agir pour qu'ils aient un futur viable. Et de cette façon, je pense aussi, du coup, on leur donne l'assurance que ils sont écoutés et qu'on ne les laissera pas tomber. Donc oui, c'est un devoir de les éduquer. Et puis, l'autre question, c'était quel est les rôles de l'école dans tout ça? Eh je pense que le rôle de l'école est un rôle primordial. En tant que société, nous avons décidé que la transmission du savoir et des compétences de base pour la vie en société était déléguée à l'école. Bien sûr, les parents, ils jouent un rôle essentiel, mais souvent la connaissance, la sensibilité et très sincèrement, la disponibilité varie d'un foyer à l'autre. Ça, on le sait. Alors que l'école et notre expérience commune, dans des pays comme le Canada, à peu près 100% de la population va à l'école, à raison de 13 ans d'études, et ensuite à peu près 7 heures par jour. C'est énorme. C'est beaucoup de temps. Beaucoup des années passées. Et en plus, à l'école, on essaye souvent de réparer un peu les erreurs du passé. Donc, on choisit de parler de certains sujets, comme disait le Dr Benoît, comme la sexualité. On décide de parler du harcèlement. Au Canada, on décide du coup de parler du respect de l'histoire et des savoirs des autochtones.
Donc, parce que c'est aussi un endroit, on va dire, neutre et sécuritaire. Donc, pour moi, l'éducation à l'environnement a plus que jamais sa place, étant donné que l'écologie, c'est quand même le socle de nos sociétés, puis que si on n'a pas de planète habitable, on ne pourra pas parler d'une autre chose, en fait. Et puis, je pense, pour finir aussi, qu'il faut réveiller l'intérêt et que ça soit la priorité pour le plus grand nombre. Parce que je vous parlais de cette petite poignée des jeunes qui sont engagés. Est-ce qu'on compte sérieusement sur cette petite poignée pour étudier et travailler dans l'environnement, pour nous sortir de l'emballement climatique? Enfin, ça me paraît déjà que c'est un poids qui est trop grand pour eux. Et puis, je ne pense pas que ça soit sérieux, je ne pense pas que ça soit crédible. Donc, à mon avis, on doit viser une culture écologique complète, apprendre aux jeunes la priorité de l'environnement, la fragilité des écosystèmes, la disponibilité limitée des ressources naturelles. Et comme ça, nous aurons aussi des protecteurs, des économes, des restaurateurs du vivant. Parce que on décide aujourd'hui dans les écoles du monde que l'on veut pour demain, mais on décide aussi aujourd'hui dans les écoles les citoyens qu'on souhaite pour le monde de demain. Voilà. Merci beaucoup, Alexa, d'avoir apporté ton regard sur la situation par rapport à l'éducation à l'environnement. Alors, pour rester dans cette lignée des actions, on va parler d'actions et de solutions. Donc, docteur Lélia Benoît, est-ce que il y a des activités, des actions que vous recommanderiez là aux parents et aux enseignants qui nous écoutent et qu'ils peuvent faire avec des jeunes éco-anxieux ou non pour les aider à surmonter certaines émotions liées au changement climatique? Oui, alors pour les plus jeunes, de 6 à 10 ans, en fait, ce qui se passe, c'est que les enfants ont très envie de participer. Une fois qu'ils ont compris que la planète allait mal, en fait, ils ont envie d'aider, donc c'est normal. Et les choses qui leur plaisent le plus, ce sont les activités concrètes. C'est-à-dire qu'avant 11, des fois 12 ans, on n'a pas encore complètement accès à la pensée abstraite. Ça veut dire qu'on s'intéresse aux choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qui sont près de nous. Donc toutes les activités qui comportent au moins une part d'activité concrète, planter des arbres, ramasser des déchets, apprendre à recycler, faire des visites d'infrastructures de la ville qui permettent que la ville soit moins polluante, etc. Tout ça, c'est des activités qui vont beaucoup plaire aux plus jeunes et c'est des choses qu'on peut faire à l'école. Ça permet aussi de transmettre des informations, par exemple, sur les connaissances, etc. Mais toujours garder une part concrète où on met la main à la pâte parce que les plus jeunes, ils aiment bien. Et aussi, jusqu'à cet âge-là, ils ne sont pas très gênés du peu d'impact des actions individuelles. C'est-à-dire qu'ils sont très contents s'ils ont recyclé un emballage, ils ont l'impression d'avoir sauvé la planète. On sait que ce n'est pas vraiment le cas, mais tant mieux, parce qu'au moins, ça leur donne du plaisir à faire les choses. Et puis, en fait, c'est par rapport à leur développement quelque chose qu'ils arrivent à se représenter, donc c'est déjà très bien. Pour les plus grands, à partir de 11, 12 ans et puis jusqu'à la fin de l'adolescence, on commence à avoir accès à la pensée abstraite, à comprendre des phénomènes complexes. Donc, on se rend compte que mon action individuelle n'est pas suffisante pour modifier finalement le cours des choses. Donc, c'est ce qu'on appelle la différence entre le niveau individuel et le niveau systémique. Et donc, c'est le moment de donner plus de connaissances sur les questions systémiques, l'impact géopolitique, le fait qu'il ne suffit pas qu'un pays veuille faire quelque chose pour qu'un autre veuille le faire. C'est le moment de donner plus d'informations sur les sciences, tout l'aspect de technologie, mais aussi de compréhension du phénomène de changement climatique. Et surtout, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les ados veulent faire des projets aussi, mais ils veulent faire des projets qui ont plus d'impact. C'est-à-dire que tous les ados que j'ai rencontrés, ils disent « Bien sûr, je peux faire des éco-gestes à la maison, je peux changer mon alimentation, mais je sais que ce n'est pas suffisant, donc je veux apprendre des choses qui ont un impact. » Et les choses qui ont un impact, c'est des actions collectives. Et là, on peut vraiment les aider. Et moi, ce que j'explique à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas le niveau individuel, c'est-à-dire moi tout seul versus le niveau systémique, c'est-à-dire juste, par exemple, le président écologique que j'aimerais pouvoir élire un jour. En fait, ça, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau individuel, le niveau d'action collective locale et territoriale et le niveau systémique.
Et en fait, le niveau sur lequel l'école peut beaucoup aider, et la famille aussi, c'est le niveau d'action collective locale. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut commencer à faire dès l'adolescence, avec des activités au sein de l'école. Et en fait, il se trouve que ces activités-là ont en plus un impact sur le changement climatique qui est déjà meilleur que ce qu'on aurait fait tout seul. Puisqu'en fait, on s'y met à plusieurs et du coup, on arrive à faire des projets qui sont plus ambitieux. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, les ados peuvent organiser au sein de l'école des collectes-reventes de vêtements, surtout s'ils sont en train de grandir, 11, 12, 13, 14 ans, ils prennent à chaque fois plusieurs centimètres, pour pouvoir réutiliser les vêtements d'une année sur l'autre et permettre que toute la communauté, tout le quartier, ou si c'est une petite ville, même la ville, puisse diminuer finalement les achats de vêtements neufs. Et ça, l'école, c'est un super lieu pour le faire, puisque c'est un lieu collectif où en fait des générations, pas des générations, mais des années différentes d'élèves se croisent, et c'est possible. On peut aussi imaginer des projets à l'échelle de l'école où, par exemple, on va mettre en place des panneaux solaires sur l'école. Pour pouvoir mettre en place des panneaux solaires, il faut s'organiser sur toute l'année. Il faut peut-être même récolter de l'argent. Donc, ça veut dire réfléchir ensemble comment on va récolter de l'argent. Est-ce qu'on demande aux habitants du quartier de contribuer? Est-ce qu'on utilise l'argent récolté avec la collecte de vêtements pour payer les panneaux solaires, si vous voulez? On peut imaginer pas mal de choses. Mais surtout, les ados vont avoir besoin d'avoir de l'aide concrète. Ça veut dire organisationnelle, comment on planifie les mois à venir, parce qu'on ne va pas le faire en une semaine, les panneaux solaires. De qui j'ai besoin? Quelles sont les autorisations réglementaires? Et ça, c'est des choses où ils sont encore trop jeunes pour le faire tout seuls. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des adultes derrière qui soient actifs et moteurs pour faire en sorte que le projet aboutisse. Et ça, c'est le plus gros problème des fois qu'ont les adultes avec les ados, c'est qu'ils disent ils ont plein d'idées, mais ils finissent jamais leurs idées jusqu'au bout. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont l'idée, mais ils ont encore besoin d'aide pour arriver jusqu'au bout, puisqu'il y a des choses de comptabilité, de finance, de réglementation, de bricolage, etc., qui sont très difficiles pour eux, et ils ont besoin de cette aide-là. Donc moi, le conseil que je donne aux parents et aux enseignants, c'est suivez les idées de vos ados. Déjà, ils seront très contents parce qu'ils aiment avoir l'idée eux-mêmes. Ça, c'est important pour eux. C'est pas comme les enfants, on va dire aujourd'hui, on va planter un arbre. Là, ils vont dire moi, j'avais envie de faire un rail à vélo. Ah tu préfères un rail à vélo? Ok, allons sur le rail à vélo. Mais dans ce cas-là, on fait un planning, comme on fait au travail. On fait même un rétro-planning. On regarde comment on se débrouille toute l'année pour qu'on y arrive à la fin de l'année. Et on les accompagne petit à petit. Dernier point super important pour les ados à l'école, c'est valoriser les projets aboutis. Si vous avez une classe qui a installé des panneaux solaires, si vous avez une classe qui a installé des rails à vélo, il faut les remercier à la fin de l'année. Il faut faire une cérémonie, il faut que les autres le voient. Et surtout, il faut pouvoir en parler aux années suivantes. C'est-à-dire dire l'année dernière, la classe de l'année précédente, ils ont fait ça. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Ça permet de créer une culture où on est tous contents quand on a réussi à faire quelque chose, et c'est très encourageant. Voilà, c'est les conseils. Merci pour cette boîte à idées virtuelle. Je pense que beaucoup d'enseignants vont repartir avec pas mal d'actions potentielles à mettre en place. C'est super, merci. Alors, Nessa, vous qui vous intéressez à l'engagement civique à l'adolescence, est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'actions collectives peuvent aider les adolescents spécifiquement à surmonter l'éco-anxiété, d'après ce que vous avez pu étudier? Je pense que la docteure Benoît elle a beaucoup abordé des actions concrètes qui peuvent être faites au niveau tant chez les enfants que les adolescents. Je pense que si vous me le permettez, je peux parler des bienfaits d'encourager ce type d'activité autre que réduire l'éco-anxiété ou atténuer ou utiliser l'éco-anxiété comme moteur de changement. Il faut faire attention au langage qu'on utilise. Ce qu'on sait au niveau des activités organisées dans les milieux scolaires, c'est que tout type d'activité organisée, puis là, je parle des activités organisées quand il y a une présence d'un adulte, donc un mentor, une personne responsable, puis c'est au niveau des sports, de la culture, des arts et de l'engagement civique. Ce qu'on sait de ces activités-là, c'est qu'on sait qu'il y a des bienfaits positifs dans le développement des adolescents et des enfants.
Et une étude récente qu'on a publiée au niveau de l'engagement civique. Donc là, quand je parle de l'engagement civique, je parle de différentes activités, pas juste environnementales, mais au niveau de l'engagement sur la paix dans le monde, l'engagement de bénévolat, de l'entraide communautaire. Ce que j'aime dire quand on parle des changements climatiques, c'est que les changements climatiques ont un impact sur toutes les sphères de la vie. C'est pas un domaine de la science qui reste dans un coin, puis on va pas c'est pas comme, je sais pas, l'éducation, la santé, les changements climatiques. Les changements climatiques font partie de toutes les sphères de nos vies et il faut comprendre que tout type d'activité en lien avec l'épanouissement d'une communauté va venir avoir un impact positif au niveau des changements climatiques aussi. L'action collective peut avoir des impacts sur, par exemple, le renforcement de la communauté. Si on dit qu'une classe se met sur un projet, peut-être c'est une pépinière ou peut-être que c'est créer, justement, utiliser des espaces, verdir des espaces qui sont bétonnés. Ici, à Montréal, il y a certaines écoles secondaires qui ont beaucoup de béton dans leur cours d'école. D'implanter comme un jardin communautaire de l'école, ça peut être un projet qui permet qui est assez concret, puis non seulement ça vient valoriser le travail des jeunes et avoir un impact sur l'importance de savoir d'où nos aliments viennent, mais c'est super concret pour le futur. Donc, on est capable de parler de comment est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, en tant que Montréalaise qui vit dans une ville urbaine, comment est-ce que je peux m'alimenter de manière saine et positive et qui a un moins grand impact sur l'environnement? J'apprends à l'école des outils concrets, à utiliser des outils vraiment concrets pour le présent et pour le futur. Ça va venir avoir un impact sur le sentiment d'efficacité personnelle, sur l'empowerment, puis sur la capacité d'expression. Là, je pense que j'ai dit plein de choses un peu de façon pêle-mêle. C'était pas super organisé, mais ce qui est important à noter, c'est que au contraire des autres activités qui sont pratiquées dans les écoles secondaires, les activités organisées en engagement civique sont seulement pratiquées à un niveau de 18 % dans une population québécoise, ce qui est très peu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de sports qui sont pratiqués à environ 54 % ou de théâtre et d'autres types d'activités qui sont beaucoup plus valorisées dans la vie des jeunes aujourd'hui encore. Donc, en tant que parents puis en tant qu'enseignants, ce qu'on peut faire, c'est de créer ces opportunités-là dans notre communauté, dans notre école, d'inscrire nos jeunes si c'est pas à l'école, de les inscrire dans des activités qui sont à l'extérieur de l'école, je sais pas là, je sais pas si Econova fait des ateliers, mais de les inscrire, par exemple, au Québec, il y a un atelier qui s'appelle Sévère avec les YMCA. C'est de permettre à ce que les jeunes ne soient pas seuls, surtout s'ils vivent des émotions négatives vis-à-vis des changements climatiques, c'est de réaliser qu'on n'est pas seul dans ce constat, que ça ne va pas bien, mais qu'on peut agir ensemble, on va venir travailler sur l'appartenance, puis on va avoir ces espaces où on peut s'exprimer et avoir des impacts concrets. Bon, je vais arrêter de parler là, parce que j'ai l'impression Non, il y a eu des très belles idées et des échanges complémentaires. Donc, merci beaucoup, Nessa. Alors maintenant, Léoncine et Ruben, c'est vous qui êtes deux jeunes engagés pour l'environnement. On aimerait bien savoir quelles sont les actions, vous, qui vous motivent le plus et qui vous donnent de l'espoir. Alors, Ruben, est-ce que tu veux commencer? Oui, ça ne me dérange pas. Personnellement, je pense que la seule solution en fait, au problème de ce changement mondial, c'est la communication. Donc, on peut penser à beaucoup de choses au sujet de la communication, des activités, oui, dans une zone sécurisée en classe où les gens puissent juste ouvrir et dire ce qu'ils pensent. Après, ça peut être risqué, mais la communication, c'est vraiment ce qui permettra de résoudre le problème. Et
c'est aussi, je trouve, une très bonne idée de faire des actions concrètes et de les planifier, tout ça, parce que en tant qu'adolescent, j'avoue, j'ai beaucoup de projets que je commence et je ne les finis pas. Donc, c'est bien de juste aider à... C'est ensemble qu'on réussira à résoudre le problème, voilà. Super. Merci beaucoup, Ruben. Alors, à ton tour, Léontine, de nous dire qu'est-ce qui, toi, te fait du bien, qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Moi, ce qui me motive le plus, c'est le fait que les auteurs écrivent sur le réchauffement climatique, mais de leur manière. Donc, par exemple, j'ai lu 2 livres que j'ai beaucoup aimés, Céleste, ma planète de Timothée Fombelle et Eden de Rebecca Linieri. J'ai aussi lu Harry Potter et j'ai fait une espèce de lien. Donc J.K. Rowling, avant, elle habitait dans la rue et c'est devenu une des femmes les plus populaires du monde. Ces romans, ils ont été retranscrits en film et même en réalité à Londres ou à Los Angeles. Et ce monde qu'elle a créé a touché des millions de lecteurs. Donc si Eden ou Céleste, ma planète peuvent être lus par autant de personnes comme Harry Potter, ça ferait une différence. Et je pense que nous avons tous cette baguette magique qui pourrait changer le monde. Waouh! Merci, c'était très joliment dit, Léontine. Et puis c'est bien parce que tu as abordé un point dont on n'a pas trop parlé, par exemple la culture ou l'art qui peuvent aider à transmettre certains messages et à changer les choses aussi. Alors, maintenant, je vais me tourner vers Alexa. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus les méthodes pédagogiques qui ont été choisies par Econova Éducation pour parler d'environnement et de climat et pousser les jeunes à agir? Oui. Alors, donc tout d'abord, il y a certains principes sur lesquels donc toutes nos activités, donc oui, des ateliers, mais ça aussi, sans penser et construite. Donc tout d'abord, on fait en sorte que les élèves soient au cœur de l'apprentissage. Ça veut dire qu'en fait, les élèves sont acteurs, sont agents actifs dans leur apprentissage. Ils apprennent en utilisant leur sens, en manipulant, en observant, en discutant et en utilisant leur esprit critique. Donc Ruben et Léontine, par exemple, pourraient attester de ça. Et aussi, donc, en deuxième principe, on introduit toujours l'idée qu'on ne protège que ce que l'on aime et on ne protège efficacement que quand on comprend bien comment ça marche et pourquoi il y a des problèmes. Donc, on sensibilise les élèves à la fragilité, mais aussi à la beauté du vivant. On les éduque aux ressources naturelles, au rythme de leur constitution, de leur exploitation, et on leur fait réfléchir sur les stratégies gagnantes ou pas. Ce qui fait que par ces biais, on les connecte à la nature, on les émerveille aussi, et puis on leur permet d'avoir un raisonnement critique sur les choix actuels. Puis un troisième principe, c'est que on apprécie vraiment que la conclusion vienne des élèves eux-mêmes. Ce qui veut dire que quand on vient en classe, on leur amène des faits, du vocabulaire, des chiffres. Donc on essaye de leur donner des bases et les guider dans leur raisonnement, mais on n'essaye pas de leur imposer une vision. On veut que ça vienne d'eux pour que ça soit plus impactant. Et enfin, on traite aussi les sujets de manière transversale. Donc, on parle des sciences, mais aussi on parle d'histoire, on parle du Canada, mais aussi on parle d'autres pays. On parle d'écologie, mais justement, on fait aussi de l'art. On parle d'engagement citoyen, mais aussi d'économie. Donc, l'idée, c'est qu'ils comprennent en fait le sujet de manière globale et pas de cantonner le sujet, par exemple, aux sciences. Concernant plus précisément donc, les méthodes pédagogiques, donc on distingue évidemment par âge et on se base sur le niveau de développement des élèves. Et donc pour le primaire, on va faire plutôt de la découverte et de l'émerveillement. Donc on va faire des activités qui passent par les jeux, on fait des comptines et on fait beaucoup de la manipulation du vivant. Donc, par exemple, on fait de la germination, ils manipulent des graines de la terre et ainsi ils comprennent l'importance des plantes, leur fragilité, leur cyclonomie.
On fait des élevages des papillons. On leur raconte aussi des comptines sur les héros et héroïnes anti-gaspillage alimentaire. Et puis, pour le secondaire, on utilise des méthodes où on introduit en fait les outils de mesure. Donc, on va faire un inventaire carbone, on va faire l'empreinte écologique et on ouvre vraiment l'espace pour la réflexion, les raisonnements critiques et la créativité. Donc, les élèves souvent s'engagent dans des activités d'intelligence collaborative, des discussions sur leurs habitudes et leur impact écologique, des débats, et puis ils travaillent aussi sur leur engagement civique. Et puis, on fait aussi des activités qui sont 100% créatives et artistiques, comme par exemple notre concours de rap climatique, et c'est la chanson que vous avez entendue tout au début. Donc voilà, notre objectif avec tout ça, c'est vraiment de donner aux élèves les compétences pour qu'ils comprennent une situation qui est complexe, leur donner les moyens pour créer des nouvelles manières de penser, d'agir, et puis qu'ils puissent aussi s'exprimer, qu'ils puissent en parler autour d'eux, ils puissent s'engager, mais en sachant. Voilà, c'est on va dire notre espoir, c'est aider à créer une génération des citoyens qui sont prêts à faire face à des défis immenses et éventuellement susciter des vocations. Et puis aussi, peut-être susciter des vocations non seulement parmi les élèves, mais aussi parmi les enseignants, qui sont acteurs clés du changement dans l'éducation, dans les écoles. Et puis, on compte avec eux aussi pour avoir de l'impact. Très bien, merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre les questions qu'on a pu nous poser, les questions du public. Alors, j'ai une première question qui est un petit témoignage. Donc, c'est une maman, parent de 3 enfants, dont 2 ados, qui veut témoigner du fait que les enjeux climatiques sont aussi une source de conflit au sein de la famille. L'enfant demande des efforts aux parents, ne pas prendre la voiture, préparer une boîte à lunch bio, mais les adultes sont confrontés au principe de réalité, besoin d'aller travailler plus, besoin d'aller travailler plus facilement que prendre les transports en commun, difficile de trouver des produits bio pas trop chers. Alors, ce serait plutôt une question pour vous, Dr Lélia Benoît. Alors, une question, un témoignage sur lequel vous pourriez peut-être réagir. Oui, je pense que ça nous renvoie à plusieurs choses, c'est-à-dire que les plus jeunes ont tendance à bousculer nos habitudes. Et des fois, c'est difficile pour les adultes d'accepter qu'ils ne font pas les choses de manière optimale. Donc, de savoir que des fois, on n'est pas si exemplaire que ça. Donc, je pense que ça invite surtout au dialogue et à l'humilité. C'est-à-dire de regarder sincèrement, hein, comme on dit, se regarder dans le miroir. Est-ce que vraiment je ne peux pas prendre les transports en commun? Est-ce que vraiment je suis obligée de prendre la voiture? Si vous vous regardez en face et que vous voyez que effectivement, pour vraiment plusieurs raisons qui sont insurmontables, vous ne pouvez pas faire autrement. Dans ce cas-là, l'occasion, c'est d'ouvrir le dialogue avec votre ado et de dire, voilà, j'aimerais beaucoup faire comme ça, mais ça, c'est vraiment trop compliqué, on n'y arrive pas. Et réfléchir ensemble à quelles seraient les autres choses qu'on pourrait faire, même si ce n'est pas idéal, mais pour aider. Puisqu'à l'adolescence, on apprend aussi que le monde idéal n'existe pas. Et que on a beau essayer de faire du mieux qu'on peut, personne n'est parfait et on essaye d'avancer. Si par contre, vous vous rendez compte dans cet examen de conscience qu'en fait, il y a des choses que vous pourriez changer, là, je pense que la leçon à en tirer, c'est que les jeunes nous poussent à grandir, en fait. Ils nous obligent, même en tant qu'adultes, à continuer à grandir et que grandir avec eux, c'est de dire, voilà, ça, je me suis rendu compte que tu avais raison. Même si ça me bouscule de le reconnaître, et on va travailler ensemble à changer cette habitude. Très bien, j'espère que vous aurez pu répondre aux interrogations de cette maman. Nessa, vous souhaitez réagir aussi? Oui, je voulais ajouter quelque chose. J'avais lu le témoignage un peu avant, puis je trouvais que c'était un super exemple
Euh, pour ma part, personnellement, j'ai vécu ce type de conflit, pas nécessairement avec mes parents directement, mais avec ma famille quand je suis devenue végétarienne, où j'en ai été témoin de la part de d'autres membres de la famille. Et c'est un choc, tu sais, de dire, ah, ben, je réduis complètement ma consommation de produits animaux. Et ce que je pense que ce qui est important, c'est de voir, par exemple, là, c'était la préparation de la boîte à lunch que je trouvais intéressante, c'était d'impliquer les jeunes, surtout les 2 ados, dans la création de ce qu'ils aimeraient avoir. Tu sais, admettons qu'il y a un budget de boîte à lunch, on va préparer ensemble le budget pour la semaine de ce qu'on va préparer pour le manger, puis on va voir ensemble qu'est-ce qui est réaliste ou pas selon le budget établi, selon ce qui est disponible, ce qui est en solde ou pas dans les épiceries ou les marchés où on va chercher nos aliments. C'est d'expliquer. Je pense que ce qui est super important, c'est que quand on arrive et qu'on dit non, c'est pas possible, ben, surtout les adolescents veulent savoir pourquoi c'est pas possible. Donc, de donner des constats comme des faits, puis d'expliquer, ben, on peut pas se permettre de manger complètement bio parce que ça coûte beaucoup plus cher, mais on peut voir ce qu'on peut faire pour améliorer, diminuer l'impact négatif de ce qu'on se procure. Personnellement, je ne peux pas prendre les transports en commun pour aller au travail parce que peut-être qu'ils n'existent pas. Puis c'est là qu'on vient découvrir le problème systémique de la chose. Ce n'est pas uniquement une question de choix individuel, mais là, peut-être qu'avec notre jeune, on peut écrire une lettre à notre député pour dire « Hey, il manque de transport en commun efficace pour me rendre au travail. » Genre, on se met ensemble, on s'active ensemble sur l'enjeu comme unité familiale. Parce qu'en faisant ça, ben, on dit que oui, les enjeux sont importants, puis on prend on prend la responsabilité de ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens. Puis ça peut permettre aux jeunes de comprendre aussi les limites de l'action individuelle. Peut-être que le parent ne prend pas les transports en commun, mais le jeune se rend à l'école en vélo. On peut discuter de ça en tant que famille, puis je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis ça se fait aussi au niveau des classes, c'est de considérer en tant que mini-communauté qu'est-ce qu'on peut faire et de faire des plans pour agir sur ce qui importe aux jeunes. Mais aussi, en tant qu'adultes qui sommes conscients des enjeux, comme on l'a dit, qu'est-ce qu'on peut venir changer et impliquer les jeunes dans ces changements-là? Parce que la transition écologique, elle va se faire. La question, c'est est-ce qu'on s'adapte par nous-mêmes en avance ou est-ce qu'on attend la grosse catastrophe pour le faire? Fait que je pense que c'est comme la réalité, là. Oui, il y a la réalité du quotidien, mais il y a aussi la réalité d'un réel problème écologique puis d'une vraie crise climatique auquel on va faire face et on fait déjà face. On a juste la chance en ce moment de vivre dans les pays occidentaux où ça n'a pas beaucoup d'impact dans notre quotidien. Merci beaucoup, Nessa, pour ce complément. Alors, on a autre petit témoignage. Donc, c'est Aslin. J'espère que je prononce bien votre prénom. J'enseigne les sciences à des élèves de 13-14 ans. C'est une valeur importante pour moi de développer leur conscience éco-citoyenne à travers les notions abordées en classe. J'ai toutefois souvent l'impression de mettre de l'huile sur le feu de leur éco-anxiété, étant moi-même très inquiet quant à ces enjeux de société. Comment éviter ce travers? Quelle stratégie conseillez-vous? Et c'est plutôt une question adressée à toi, Alexa. Alors, je dirais, pour ne pas mettre l'huile sur le feu, le plus efficace, c'est toujours de se remettre un petit peu aux sciences et se placer dans le maintenant. Je constate que souvent les gens qui me disent qu'ils sont très très inquiets, par exemple, ils ont jamais lu un rapport du GIEC, ils n'ont jamais vu les graphiques concernant les scénarios du changement climatique, du réchauffement.
Donc, si on se situe maintenant, ça veut dire qu'en fait, on a encore de l'espace, de la place pour agir. Par exemple, nos objectifs aujourd'hui, c'est que le réchauffement ne dépasse pas 1,5 degré, donc plus 1,5 degré, ou maximum, on dit 2. On est, pour information, on est à 1,2 et en fait, je trouve que c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre qu'aujourd'hui, là, il y a des moyens d'agir, de faire pour éviter qu'on arrive à ça. C'est-à-dire, on a peut-être une fenêtre qui est une fenêtre très petite, mais elle existe. Et donc, je pense que quand on replace un petit peu toutes ces idées avec les élèves, c'est plus facile. Et je pense aussi, enfin, et je pense qu'on l'a un peu tous dit, c'est finalement dans, ben, si ça crée de l'inquiétude, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on a conclu un petit peu, c'est que c'est un petit peu une fatalité. Ça va créer de l'inquiétude. Cependant, on doit être prêt à accepter ça. En fait, on doit être prêt à ce que on soit inquiet, qu'on soit soi-même inquiet, que c'est inconfortable, mais il faut aussi recevoir ses émotions. Et puis, je pense que agir, faire des projets ensemble, par exemple faire des projets avec les élèves, c'est une des solutions les plus simples quelque part parce que du coup, on confronte un peu nos peurs et on s'est dit, en fait, je suis en train de faire quelque chose et je suis en train de faire quelque chose de positif avec ma classe, avec mon enseignante, avec tous mes camarades. Donc non, je ne pense pas que apprendre tout ceci aux élèves, ça soit mettre de l'huile sur les feux. Je pense peut-être il faut aussi, en tant qu'enseignant, se former le plus qu'on peut pour se sentir aussi, empowered. Je ne trouve pas le mot en français. Et du coup, quand on se sent empowered dans les connaissances, on sait aussi quoi faire par la suite. Donc voilà un peu ma réponse. J'espère que ça répond. Merci pour cette réponse, Alexa. Je pense que oui, tu as répondu à la question de cet enseignant. Alors, on a une question de Anne Amato, plutôt pour vous, Dr Lélia Benoît et Nessa. À côté de l'éco-anxiété, est-ce qu'on peut parler d'éco-culpabilité? Alors, je ne sais pas s'il y en a une de vous qui veut réagir la première. Je commence. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait au tout début de la conférence, hein, c'est-à-dire que éco-anxiété, c'est un peu un concept parapluie où on met beaucoup de choses dedans et il y a évidemment les notions de culpabilité. Hein. Par éco-anxiété, on entend aussi la peur, l'inquiétude, la culpabilité, la colère, la tristesse, toutes ces émotions qui nous traversent. Et comme disait Nessa tout à l'heure, le stress, tout ça, c'est du stress qu'on vit. Mais on peut aussi avoir des émotions positives, d'espoir et de joie. Et donc, évidemment que la culpabilité, elle est très présente. C'est un composant important de l'éco-anxiété, hein, parce qu'on est très souvent conscient de ne pas agir autant que ce qu'on voudrait, et puis parfois de ne pas être aussi courageux que ce qu'on aimerait l'être. Donc, bien sûr, il y a de la culpabilité. Merci beaucoup, Dr Lélia Benoît. Nessa, est-ce que vous souhaitez compléter cette réponse? Je pense que ça a été dit. Je pense ce que j'ajouterais, c'est que on peut prendre le temps de se poser la question de pourquoi qu'on se sent coupable. Ça, c'est quelque chose on a la tendance à pas vouloir s'asseoir avec nos inconforts. Donc, l'inconfort, c'est ce qui nous permet de voir peut-être, d'identifier c'est quoi nos valeurs, d'identifier ce qui est important pour nous, puis de voir comment est-ce qu'on agit ou pas en fonction de nos valeurs. Puis c'est là où on peut souvent vivre chez les personnes éco-anxieuses qui vont vivre beaucoup de dissonance cognitive. Donc, moi, je suis une personne qui a des valeurs environnementale, qui veut réduire mon impact, qui aimerait ça, avoir une communauté positive, qui est bienveillante et écologique. Mais en même temps, je vis dans une structure qui ne me permet pas toujours
vivre selon mes valeurs. Donc, c'est des questions qu'on peut, je pense que c'est super important si en tant que parent ou en tant qu'enseignant, on vit ces émotions-là, qu'on prenne le temps de les vivre nous-mêmes et de les investiguer en tant qu'adultes et de voir qu'est-ce qu'on peut... Parce que je pense que ça vient à ça, hein, quand les jeunes viennent nous dire de changer nos comportements, mais on peut vivre une certaine culpabilité de savoir qu'on a un impact négatif dans le futur de nos jeunes. C'est inconfortable, puis mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de changer, tu sais. Quand on est capable de situer notre inconfort, c'est ce qui vient comme nous bousculer assez pour changer nos comportements. Parce que là, on s'éloigne de la façon extrinsèque, tu sais, le fait de « Ah, c'est mauvais pour l'environnement » et « Ah, mais ça compte pour moi de faire quelque chose de bien », tu sais, de prendre les choix écologiques. Mais, ouais. D'accord. Il y a beaucoup d'émotions dans l'éco-anxiété. Je voulais ajouter par rapport à l'enseignement, là, par contre, là, le partage, tu sais, le partage de nos propres inconforts avec les ados, particulièrement. Là, je ne parle pas nécessairement des enfants, mais de partager avec les ados comment ça nous fait sentir nous-mêmes en tant qu'adultes. Je pense que c'est super important parce qu'il y a cette espèce de peut-être une espèce de croyance aussi, on n'en parle pas, on ne discute pas du fait, tu sais, moi, je suis éco-anxieuse, je vis des angoisses et de l'inquiétude par rapport au changement climatique, par rapport à notre futur, pas seulement le futur des jeunes, mais mon propre futur. Je pense que c'est important de dialoguer à ce niveau-là aussi, puis pas juste... puis peut-être que Ruben et Léoncine pourront en parler. Je ne sais pas si les adultes qui parlent de changement climatique parlent eux-mêmes de comment ça les fait sentir, mais je ne pense pas que c'est une habitude qu'on a en tant qu'enseignant de partager nos émotions, de partager ce qui ne va pas, surtout ce négatif, parce que là aussi, on vient nourrir cette espèce de « on n'est pas seul, on est ensemble dans cet enjeu-là », tu sais. Merci Nessa d'avoir répondu à la question des enseignants. Alors oui, on va essayer d'entendre Léoncine et Ruben. Donc Léoncine, aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi d'adresser un message aux adultes, donc aux enseignants, à ta famille, au gouvernement. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais leur dire? Je pense, j'aimerais bien leur dire que continuez comme ça et persévérer un peu plus, mais continuez comme ça. Voilà. C'est bien. C'est encourageant. Merci beaucoup, Léoncine. Et alors, Ruben, est-ce que tu souhaiterais toi aussi adresser un message aux adultes qui nous écoutent, qui nous entendent aujourd'hui? Oui, pourquoi pas, c'est pas une petite tâche, mais oui. C'est que pour nous, en fait, je pense pour les jeunes, pour nous, en fait, on a grandi dans un monde où on nous dit tous les jours, votre monde va finir. Vous serez la dernière génération. Après vous, il n'y aura plus de monde, il n'y aura rien, tout est sur vos épaules. Donc, ce que j'ai envie de dire, on ne peut pas sauver le monde à nous seuls, on n'est pas des super-héros. Et donc, le seul moyen qu'on peut vraiment faire un changement, c'est si tout le monde se bouge. Donc, ça inclut tout le monde, absolument, des grands-parents, les jeunes, mais tout le monde, on ne peut pas nous laisser tout seuls gérer ça, ce serait absolument atroce. Merci, c'est vrai que c'est bien que tu aies rappelé cette hyper-responsabilisation parfois qu'on peut mettre sur les épaules des enfants. Donc, j'espère que ton message et que celui de Léoncine a été entendu aujourd'hui par ceux et celles qui nous écoutent. Alors, c'est la fin de notre conférence. Ça a été un moment très, très riche. Donc, j'aimerais de nouveau remercier chaleureusement nos intervenants pour leur présence, pour tous leurs apports autour de l'éco-anxiété. J'espère que maintenant, c'est un terme qui est familier pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous entendent. Merci à vous, justement, ceux qui nous écoutaient et qui nous entendaient. Merci d'avoir été là, d'avoir répondu présent.
à ce premier événement, au premier événement de ce type que Econova Éducation organise. Merci aussi à l'équipe d'Econova Éducation parce qu'on ne le voit pas, mais il y a des petites mains qui agissent dans l'ombre et donc j'aimerais remercier tout le monde, tous ceux et celles qui se sont agités en coulisses pour rendre cette conférence possible. Et aussi à ceux et celles qui nous ont aidés à diffuser le message, donc nos partenaires, les écoles, les directions. Et pour information, l'enregistrement de cette conférence va être publié dès demain sur la chaîne YouTube d'Econova Éducation. Donc, n'hésitez pas à la partager et à la faire vivre grâce aux réseaux sociaux. Et j'aimerais aussi dire ici qu'en 2023, Econova Éducation va lancer une formation pour les enseignants afin de donner des clés pour parler d'écologie et de changement climatique auprès des élèves sans susciter plus d'anxiété que nécessaire. J'espère qu'on aura déjà réussi à apporter quelques clés de compréhension et d'action aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, contactez-nous, contactez Econova Éducation. À la fin de cette conférence, on va afficher, voilà, c'est quand je le dis que ça s'affiche, les différents contacts pour nous joindre. Et ça me permet de vous inviter à suivre Econova Éducation sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Et ça vous permet de suivre nos actions en faveur de l'éducation à l'environnement. Donc, merci encore à toutes et à tous, à nos intervenants, au public et à l'équipe. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, après-midi, fin de journée, peu importe où vous êtes. En tout cas, profitez bien de votre fin de journée et j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Le changement climatique, c'est très dynamique, mélodramatique. La fonte est glacée, notre air enfumé, nos rivières polluées, nous ne pouvons pas remplacer nos terres empoisonnées. Notre terre est si belle, ce n'est pas une poubelle. Nous essayons de réparer les trous que les générations ont causés. Si tout le monde aide, on peut le faire. Une vie sur notre monde, toute beau et vert. Il y a une île de poubelle, du gaspillage et du dégât. Gardons notre terre dans un meilleur état. Mais non, combien de fois nous essayons de vous dire, mais jamais rien n'arrive, tu n'essaies même pas, alors que ça prend juste un premier pas. Notre terre est si belle, ce n'est pas une poubelle. Nous essayons de réparer les trous que les générations ont causés. Si tout le monde aide, on peut le faire. Une vie sur notre monde, toute beau et vert. Vraiment, tu ne savais pas que la consommation humaine nous amène une catastrophe soudaine? Je ne pense pas. Lorsque vous serez partis, nous serons ici. Nous rêvons une vie aussi longue que les vôtres, mais ce ne serait pas possible sans vous autres. On se bat pour un futur, pour les générations de l'avenir. Ma terre a tellement de blessures. Notre terre